Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour à vous trois. Je suis ravi de vous accueillir pour ce premier jour de l'été, ce 21 juin. Nous allons parler de soleil, de prévention, du programme SAFE, donc Sun Assetment Family Experience, qui a été lancé en 2021. Point complémentaire, et c'est important, notre rencontre Festicom Santé est réalisée en partenariat avec les laboratoires Pierre Fabre, et pour être très exact, avec Pierre Fabre Dermocosmétique et Personal Care, ainsi que la marque Aven. C'est notre deuxième rendez-vous, parce que nous avons eu un premier rendez-vous au Festival de la communication santé à Deauville, fin mars, avec Dominique Noël, qui est la présidente du festival. Nous étions ravis déjà de vous accueillir, Cécile Dessol et Catherine Bessac, pour un premier sujet, une première étude que vous nous aviez présentée à Deauville, avec beaucoup d'ailleurs d'approches sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va se focaliser, on va se pencher sur l'étude HALL. Je vous laisserai nous présenter qu'est-ce qu'il y a derrière cet acronyme. Donc en tout cas, bienvenue à vous trois. Je vous propose un premier tour de table pour vous laisser vous présenter. On commence par vous, Catherine Bessac. Avec plaisir. Donc, je suis en charge de la relation patient et consommateur pour le groupe Pierre Fabre et plus spécifiquement Pierre Fabre Dermocosmétique et Personal Care. Merci Catherine. Cécile Delsol. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis responsable scientifique et médicale pour les laboratoires au terme à la veine et je suis spécialisée en protection solaire, d'où ma collaboration très étroite avec Catherine sur tous ces sujets. Merci Cécile. Professeur Khaled Ezzedine, quelques mots sur votre parcours. Bonjour, alors je suis professeur à l'hôpital Henri Mondor à Paris, à Créteil, et j'ai longtemps travaillé sur l'exposition solaire, déjà dans des cohortes nationales comme Suvimax ou Nutrinet, où nous avons étudié le comportement solaire des Français en faisant le lien entre comportement solaire et cancer de la peau. Et professeur, vous êtes sur cette approche du solaire depuis combien d'années? Depuis plus de 20 ans maintenant, ce qui ne me rajeunit pas d'ailleurs. Ah, c'est pas ce que je voulais dire, professeur. Mais en tout cas, merci à vous trois d'être à nos côtés. Je rappelle aussi que nous avons deux partenaires médias sur cet événement. Je profite justement de ce moment pour remercier le quotidien du pharmacien et la revue TLM qui sont à nos côtés. Pour rentrer dans nos débats, nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir une interview avec le professeur des jeux. Donc, le professeur des jeux est anthropologue, professeur émérite à l'université Sorbonne Paris-Cité. Et donc, il va nous parler de son regard du soleil à travers ses yeux d'anthropologue. Je vous propose de plonger dans les images et on se retrouve tout de suite après sur le plateau. Bonjour, professeur des jeux. Bonjour. Bienvenue et merci de répondre à nos questions. Tout d'abord, je vous laisse vous présenter en quelques mots, professeur. Alors, je suis anthropologue, c'est-à-dire un mélange de sociologue et de personnes qui fait des enquêtes à l'international. J'ai par exemple travaillé pendant 8 ans en Afrique, au Congo et à Madagascar, mais j'ai mené après plein d'enquêtes en Chine, au Brésil, aux États-Unis sur la vie quotidienne. Donc, un anthropologue aujourd'hui, c'est pas simplement quelqu'un qui travaille sur les sociétés exotiques éloignées, mais qui travaille aussi sur les villes, la vie quotidienne des sociétés modernes. Et je suis professeur émérite à la Sorbonne, à l'université Paris-Cité. Et voilà. Et si on veut vous retrouver, vous avez fait beaucoup de publications, Dominique Desjeux. Ah oui, j'adore écrire parce que quand je fais des enquêtes, je passe mon temps chez des gens, dans des cuisines, des livings, des villages, des voitures, des trains, suivant les cas, hein. Et puis après ça, ben, je fais des articles ou des livres. Là, je viens de finir un livre qui s'appelle Le marché des dieux et qui est du reste utile par rapport au soleil parce qu'il y a un lien entre la naissance du monothéisme et l'adoration du soleil. Très bien. Donc voilà, il faut aller retrouver votre littérature, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies et aussi en ligne sur les réseaux sociaux et sur Internet, j'imagine. Ah oui, c'est facile à trouver, il n'y a aucun problème. Juste avant de commencer nos échanges à propos du soleil, quelle définition nous donneriez-vous d'un anthropologiste aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a une définition parce que traditionnellement, l'anthropologie d'abord est un mot anglais et en France, on parle plutôt d'ethnologue et ce sont traditionnellement à partir du 19e siècle des gens qui vont en Afrique dans les colonies françaises. Hein, c'est assez simple là-dessus et qui vont travailler sur des sociétés paysannes, des sociétés villageoises. Et puis à partir des années 60, ils vont retourner en France
et ils vont investir soit les plus pauvres, c'est assez intéressant à observer, soit comme moi, plutôt la vie quotidienne à travers notamment la consommation. Et donc, un anthropologue est quelqu'un qui sait pas où il va, qui fait pas d'hypothèse et qui essaie de se créer des points de repère quand on sait pas très bien où on est, notamment aujourd'hui par rapport au futur. Et c'est pour ça que pour moi, le futur est le nouveau monde exotique des anthropologues. Eh bien, vous êtes quasiment dans la recherche fondamentale. On avance et nous verrons bien où ces recherches nous conduisent. Professeur, si je dis le mot soleil, il y a beaucoup de représentations symboliques. Que pouvez-vous nous en dire de ces représentations symboliques? Il est probable que le soleil est une des représentations les plus importantes associées à la Lune, parce que souvent dans les imaginaires, on a un symétrique inversé entre le jour et la nuit, l'homme, la femme, etc. Il est probablement aussi important que l'eau. J'ai travaillé pas mal sur l'eau, et l'eau est autant un symbole de vie qu'un symbole de mort, comme le soleil. Et historiquement, il n'y a pas d'histoire du soleil parce que quelque part c'est infini, je veux dire. Mais historiquement, il y a un lien très fort, par exemple, de toutes les traditions du bassin méditerranéen, pour faire large, entre la création du monde et la création du soleil. Et il y a un très beau récit qu'on appelle les Gathas, qui est suivi après par ce qu'on appelle l'Enuma Elish babylonien. Et dans les Gathas, on retrouve la création du monde, la création de la séparation des eaux, la séparation de la lune et du soleil, qu'on va retrouver après dans la Genèse et dans la Torah juive, chrétienne principalement. Ça, c'est le lien entre le soleil et la création du monde et les religions. On va le retrouver aussi en Chine avec le yin et le yang. Le yin, c'est le soleil, le yang, c'est la lune. Le deuxième grand thème du soleil, au-delà de la création du monde, c'est que c'est une énergie primordiale. Ça peut être lié. C'est une énergie primordiale et c'est très lié au culte agraire. Donc, il y a un lien religion, énergie, culte agraire, les saisons. Quand on regarde même toutes les fêtes chrétiennes d'aujourd'hui, d'une façon historique et non pas en termes de foi, qui est un autre problème. Moi, je suis agnostique en matière de religion, que je travaille sur beaucoup de religions, donc je ne crois pas à grand-chose, mais je suis pas non plus athée, hein, mais je suis vraiment agnostique. Donc, d'un point de vue agnostique, quand on regarde les grandes fêtes religieuses, notamment chrétiennes, pour prendre notre société, elles reprennent pratiquement les grands rythmes agraires. Et si vous prenez Noël, c'est clairement le solstice d'hiver, prêt après ça à avoir été transformé avec une série de récits qu'on va trouver dans la Bible ou dans la Torah, etc. Mais le soleil, c'est le rythme des saisons, c'est l'énergie. Quand j'ai travaillé en Afrique, il y a le soleil qui est évidemment la source de la vie, puisque c'est grâce au soleil qu'on a des fruits, des légumes, du riz, tout ce qu'on voudra, du manioc, etc. C'est grâce à l'eau et c'est aussi grâce au feu qui permet notamment de désherber. On met le feu à la savane et ça permet de désherber. Donc le lien entre religion, énergie et soleil est très fort et toujours sur un mode ambivalent, c'est-à-dire avec une valeur positive et une valeur négative. Le soleil, c'est autant la vie que la mort, c'est la sécheresse, mais c'est aussi l'eau, c'est aussi le feu. Enfin, c'est vraiment un imaginaire extrêmement fort et donc il va être très lié aussi à la santé. C'est pour ça qu'il y a un lien assez simple à faire entre les campagnes de prévention aujourd'hui, ou pas de prévention du reste, hein, et le soleil. Le soleil, c'est à la fois quelque part je suis pas médecin, mais une forme de vitamine. Hein, je dis vitamine, mais ça donne de l'énergie, ça, on en a besoin. Et en même temps, c'est la mort si on pense au cancer, notamment tout ce qui est lié à la peau. J'ai fait pas mal d'enquêtes en Chine et on a interviewé énormément de médecins chinois traditionnels, modernes ou mixtes, suivant les cas. Et il y a une particularité en Chine que je trouve très intéressante, que j'ai retrouvée dans l'histoire à part européenne, c'est que la beauté du corps et donc de la peau, c'est le blanc. Et pareil, si vous travaillez au Japon, j'ai pas travaillé directement, mais j'ai visionné des films, des vidéos faites par des anthropologues japonais sur la peau. Pareil en Corée du Sud où j'ai été aussi, ou à Taïwan. L'ensemble de l'ère asiatique, semble-t-il,
une belle femme ou une belle peau est une peau blanche. Et on retrouve ça tout à fait dans l'histoire européenne parce que il y a un lien entre le soleil et les classes sociales. Parce que les gens qui ont la peau bronzée, c'est les paysans, c'est-à-dire les bas, quelque part, le bas de la hiérarchie sociale, dans les échelles de l'époque. Après ça, c'est pas du tout mon opinion par ailleurs, mais dans la hiérarchie sociale, ceux qui avaient la peau bronzée étaient au bas de la hiérarchie, c'était les paysans, et ceux qui avaient la peau blanche, c'est ceux qui étaient au sommet de la hiérarchie et qui n'avaient pas à travailler. Et c'est intéressant parce qu'en Chine, on voit se transformer peut-être petit à petit ces critères. La peau blanche reste encore assez centrale, mais j'ai vu apparaître il y a quelques années des cabines de bronzage, ce qui m'a beaucoup étonné. Ça vient probablement des Américains, parce qu'il y a beaucoup de liens entre les États-Unis et la Chine, en tout cas la classe moyenne supérieure chinoise et les États-Unis. Et donc c'est amusant de voir comment le soleil, quelque part, prend des valeurs différentes en fonction de l'histoire, en fonction des classes sociales, en fonction des religions. Quel serait votre mot de conclusion justement sur la place du soleil aujourd'hui par rapport à nos comportements? Est-ce qu'il y a des évolutions beaucoup plus marquées depuis ces dernières années? L'impression que j'ai, ça a tourné autour de 2000-2008, qui est le moment où on voit émerger la classe moyenne asiatique, et principalement chinoise, mais aussi indonésienne et indienne, et qui va transformer tout notre rapport à la consommation, et la consommation pas du tout pris au sens du marketing, mais pris au sens des objets qu'on va acheter. Et cette consommation est très liée à la consommation d'énergie, et notamment d'énergie fossile. Et donc, quelque part, on arrive à la fin d'un cycle de 250 ans qui a démarré vers 1750 avec le charbon et l'énergie fossile, et donc la fin d'un usage important de ce qu'on appelle les bioénergies dans lequel il y a le soleil. Et ce qui est important depuis 2000-2010, évidemment encore plus aujourd'hui avec les 6 grandes crises que l'on connaît entre la santé, la guerre, la logistique, etc., c'est quelque part le retour en faveur des énergies solaires. Ça, c'est un phénomène qui n'est pas encore massif, mais qui est important, et notamment en termes économiques, puisque la Chine est le leader de la vente de tous les panneaux solaires, et on importe, nous aussi en France, énormément de panneaux solaires. Donc, quelque part, c'est l'énergie solaire qui apparaît comme une des solutions à la transformation de la croissance dans laquelle nous sommes engagés et qui semble nécessaire si on veut ralentir le réchauffement climatique. Et juste un dernier mot, professeur, sur notre peau face au soleil. Si vous aviez une vision ou un conseil à nous donner. J'ai rarement de conseils à donner, mais j'ai été frappé de voir que quand j'étais jeune, bronzer, prendre le soleil était positif, et que petit à petit, avec le développement du cancer de la peau, j'imagine, on est devenu beaucoup plus prudent par rapport au soleil. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est que dans nos sociétés, le soleil n'est plus vécu comme quelque chose de spontanément positif. Il reste positif, mais on a bien intégré son ambivalence, donc sa double valeur à la fois, en même temps, à la fois positive et négative. Trouver son équilibre face au soleil, ce sera un petit peu votre conclusion. Absolument. Professeur Desjeux, merci beaucoup. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi et très bon colloque. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau, donc un grand merci au professeur Desjeux de ce partage d'expérience sur sa vision du solaire. Catherine Bessac, peut-être une réaction, et je me tournerai aussi vers vous deux, professeur Ezzedine et Cécile Delsol, peut-être pour un commentaire si besoin. Catherine Bessac, peut-être un commentaire sur les propos tenus par le professeur Desjeux. Oui, j'ai notamment noté 2 points. Il a parlé de soleil ambivalent, bien ou mal. Donc, c'est bien ça le propos. Mais l'idée aujourd'hui, c'est pas de revenir justement sur les grandes règles descendantes, mais de se poser la question de ce qu'en fait réellement le consommateur, d'aller voir ce qu'il en dit en pratique dans sa vie quotidienne. Et le deuxième point que j'ai noté, c'est que il a dit que l'anthropologue actuel explore un nouveau continent qui est le futur. Et c'est bien de ça qu'il s'agit là, parce que comme on va le voir, les messages de prévention classiques ne sont pas appliqués. Et du coup, le point, c'est bien de savoir comment on peut changer notre approche en tant qu'acteur de santé pour qu'il le soit
demain et comment. Merci Catherine, je vois qu'on est déjà dans le sujet de nos échanges ce matin sur l'efficacité en termes de communication des campagnes de prévention. Cécile, peut-être un commentaire, professeur Ezzedine, un commentaire sur ces propos. Cécile? Moi, en complément de ce que vient de dire Catherine, j'aurais mis en avant également les rapports différents des différentes cultures et des rapports différents entre la culture et le soleil. Il a expliqué qu'en Asie, le rapport au bronzage est extrêmement différent de celui en Europe ou en Amérique latine. Je pense que là, il y a un vrai sujet pour des laboratoires comme Aven pour proposer des gammes solaires qui vont répondre à ces différences vis-à-vis du soleil. Très bien. Professeur Ezzedine? Juste pour abonder dans ce que Cécile vient de dire, c'est vrai, le rapport au soleil n'est pas le même en Asie et en Europe occidentale, par exemple. Et on sait que depuis les années 70, la notion de well-being, en anglais, d'être bien, d'être bronzé, et aujourd'hui, avec la mode du naturel, c'est quelque chose qui revient très, très fort et dont il faut malheureusement se méfier parce que être bien, c'est pas forcément s'exposer au soleil sans aucune protection. Catherine Bessac, je reviens vers vous. Peut-être, Catherine, vous l'avez évoqué dans vos propos, on parle de prévention, cette prévention qui n'est pas appliquée, donc on peut se dire que les campagnes ne sont peut-être pas entendues. Si j'ai bien compris, c'est ce que confirme aussi cette nouvelle enquête internationale. Oui, vous l'avez dit en introduction, on a lancé un programme baptisé SAFE, donc qui vise à explorer les comportements des consommateurs au soleil. Et ce programme, on l'a créé avec la marque Aven. Et la première enquête avait été réalisée dans 7 pays. Et c'est là, effectivement, qu'on avait vu que les messages de prévention étaient très peu appliqués. Mais du coup, ce qui venait après, c'était essayer de comprendre pourquoi, en fait. Est-ce qu'ils ne sont pas entendus, est-ce qu'ils ne sont pas compris, ou est-ce que c'est tout à fait autre chose? Et c'est pourquoi on a lancé donc une deuxième enquête internationale. Donc, on a eu 50 000 répondants. Elle a été lancée dans 20 pays. Elle se baptise ALL, comme vous l'avez dit, c'est pour All Skins, All Colors, All Dermatoses. Et derrière, donc cette étude, comme la première, a été menée avec l'aide du professeur Ezzedine pour la partie solaire et avec l'aide de la société EMA. Professeur Ezzedine, justement, on vient de parler de cette étude. On l'a dit aussi dans l'intervention du professeur Desjeux, il y a un côté ambivalent avec le soleil. C'est bien, c'est mal. Vous le disiez aussi dans votre commentaire. C'est bien de ça dont il s'agit. Professeur Ezzedine, quelles sont pour vous les recommandations et pourquoi existent-elles ces recommandations? Ces recommandations, elles existent pour deux choses. La première, c'est pour nous garder en bonne santé, éviter les cancers de la peau. Et les cancers de la peau sont probablement les cancers les plus préventibles qui existent. En général, dans les cancers, il y a toujours des causes, mais la prévention de cette cause est parfois compliquée. Pour ce qui est des cancers de la peau, la prévention est tout à fait possible. Elle consiste à ne pas s'exposer au soleil au moment des heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre 11 heures et 16 heures. Et lorsqu'on s'expose au soleil, préférez le matin, préférez le soir, même si c'est pas très pratique. Et surtout, le faire avec une protection solaire. Parce que même avec une protection solaire, on reçoit quand même du soleil. Vous le savez bien, quand vous allez en mer et que vous mettez une protection solaire, ça ne vous empêche pas de bronzer complètement, ça vous empêche d'avoir un coup de soleil et c'est ça qui est important. Professeur, en complément, on voit que ça, c'est ce que l'on recommande. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe et que faisons-nous? Eh bien, ça, il faut qu'on regarde plus précisément l'enquête. Il y a pratiquement 83% des gens de cette enquête-là qui sont exposés au soleil, malheureusement. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à faire passer ce message de ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes. Et ça, c'est aussi vrai dans le continent européen que dans les autres continents. C'est ça qui est très, très inquiétant. Et c'est aussi vrai chez les jeunes qui, eux, s'exposent visiblement davantage que les vieux. Alors peut-être qu'il faut aller vers des campagnes ciblées. Il faudra qu'on tire tout ce qu'on peut tirer de cette étude-là. En tout cas, il faut regarder très attentivement les comportements et regarder très attentivement les raisons de ce comportement. Et les jeunes, c'est une population qu'il faut absolument toucher parce que c'est ce coup de soleil dans l'enfance, ce coup de soleil jeune qui, au bout de 20 ans, va donner le cancer. Alors, professeur, vous venez de le dire, il y a sûrement des raisons pour lesquelles les consignes ne sont pas appliquées. J'imagine c'est ce que vous allez nous évoquer par rapport à l'enquête. Vous avez parlé de ciblage. Est-ce qu'il faut
effectivement faire des campagnes hyper ciblées en fonction de nos âges, en fonction de nos comportements. Est-ce qu'on est citadin? Est-ce qu'on est plutôt à la campagne? Mais est-ce qu'au final, ces messages, quand ils sont diffusés, est-ce qu'ils sont compris? Alors, je pense qu'on a très longtemps opposé les cancers cutanés au vieillissement, ou même si on ne les a pas opposés, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce que les gens, si vous leur dites, ne vous exposez pas au soleil parce que vous allez vieillir, ils sont peut-être plus aptes à se protéger. Mais les cancers de la peau, ça fait partie du vieillissement, parce que dans les cancers de la peau, il n'y a pas que le mélanome, il y a d'autres cancers qui sont dus à l'exposition cumulée, comme les cancers spinocellulaires ou les cancers basocellulaires. Et il faut absolument lier le vieillissement cutané au cancer. On ne s'expose pas pour ne pas vieillir, et vieillir, c'est aussi avoir plus de cancer. On le voit, les messages pourtant sont assez clairs, hein. On voit qu'on parle beaucoup de l'anti-aging, façon de moins vieillir, c'est effectivement peut-être de moins s'exposer. Qu'est-ce qui, pour vous, fait qu'on ne respecte pas toutes ces consignes? Je pense qu'on les respecte en partie, c'est-à-dire que on peut mettre un écran solaire. Moi, je pense que le renouvellement de l'écran est quelque chose de très important. Il faut vraiment le renouveler toutes les 2 heures. Et c'est peut-être là qu'il y a vraiment le plus gros défaut euh, de suivi. Et il y a autre chose aussi, parce que quand on regarde l'étude C, l'étude Hall, pardon, les patients ou les personnes qui ont été interrogées disent aussi qu'ils s'exposent au moment où ils peuvent. Et très souvent, on s'expose à l'heure du déjeuner. On va déjeuner, on ne fait pas attention, et on déjeune en général vraiment aux heures les plus chaudes en terrasse dès qu'on peut, eh bien, c'est peut-être là qu'il faut qu'on commence à travailler. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui, en cette journée de l'été, les gens sont avec nous, donc ils ne seront pas au soleil, en tout cas, entre 11h30 et en gros 12h30. Professeur Ezzedine, je reste avec vous. On voit que là, on pose la question de la communication, qui est le sujet central pour le festival, mais aussi pour Pierre Fabre et les différentes marques. En matière de communication, comment et quelles recommandations mettre en place en matière d'ajustement du message, professeur Ezzedine? Alors bon, moi, je suis pas un spécialiste du marketing. Ce que je peux dire, c'est que dans ceux qui viennent nous voir, il faut d'abord vraiment identifier les personnes. C'est-à-dire, quand on reçoit quelqu'un en consultation, il y a des gens extrêmement anxieux par rapport au soleil qui vont se protéger, mais c'est une minorité. Les jeunes qui vraiment sont la cible, à mon avis, parce que le comportement qu'on va avoir jeune, c'est aussi le comportement qu'on va reproduire au cours de sa vie. Et on voit bien que les enfants qui ont eu des coups de soleil continuent de s'exposer. C'est là qu'il faut commencer. La prévention, elle commence vraiment dès le plus jeune âge, depuis tout petit. Si on donne des habitudes aux personnes, c'est un travail de longue haleine. Il faut donner de bonnes représentations de ce qu'est le soleil qui peut être un ami. Bien évidemment, il ne faut pas dire aux gens, ben, on vous bannit du soleil. Il faut leur dire, si vous y allez, protégez-vous. C'est ça qui est important. Si on leur dit n'y allez pas, ils iront quand même. Catherine, je l'ai dit dans cette question, il y a différents sujets pour Pierre Fabre. La prévention est un sujet important. Si on rentre plutôt dans la partie dermocosmétique, sur les marques que vous accompagnez, que fait une entreprise comme Pierre Fabre sur ces informations? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question qu'on se posait, c'était, on a constaté que les messages n'étaient pas appliqués, mais est-ce que déjà ils étaient entendus, compris? Et donc, dans l'étude Hall, je vais revenir également sur ce que disait le professeur Ezzedine. C'est vrai qu'en fait, on a 5% seulement des gens qui disent ne pas croire les messages de prévention, c'est-à-dire très peu. Donc, par contre, c'est vrai que lorsqu'on leur demande pourquoi ils se protègent, c'est ce qu'a évoqué le professeur Ezzedine, on en a 53% qui vont avant tout parler de coups de soleil, on en a 40% qui vont parler de vieillissement cutané, et on en a seulement 28% qui vont évoquer le cancer cutané. Donc, même s'ils sont liés, c'est vrai que peut-être que l'angle d'attaque n'est pas forcément le même. Et alors, pour revenir sur le commentaire sur les jeunes, effectivement qui s'exposent plus. Mais curieusement, par contre, c'est vrai que ce sont eux qui réappliquent le plus le produit toutes les 2 heures, même si au final, il y en a que 24% qui le font au global. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'entreprise Pierre Fabre et que faisons-nous de ces données,
Eh bien, nous partageons, comme le professeur Ezzeddine, évidemment le même but, c'est que le produit solaire soit utilisé et idéalement qu'il le soit de la bonne manière. Donc, maintenant qu'on a vu que ces messages sont connus mais peu appliqués, on connaît maintenant les principales raisons. Et l'idée, c'est d'ajuster. On ne peut pas continuer à communiquer exactement de la même manière puisqu'on voit que ça ne marche pas. Donc, la première règle, quand on est dans un département de la relation patient-consommateur, c'est de travailler les messages avec eux. C'est-à-dire de co-construire, que ce soit des produits, des services ou des messages de communication, dès le début avec eux. Parce que si on veut que ça les touche, c'est eux les utilisateurs, c'est aussi à eux de construire. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pour rebondir sur ce que disait à nouveau le professeur Desjeux qui parlait du futur, l'idée, là, c'est que nous allons travailler avec les jeunes générations pour construire, ajuster les messages de communication de façon à ce qu'ils soient plus personnalisés et qu'ils touchent plus leur cible. Oui, je vous en prie, professeur. Non, mais je pense que je vais abonder dans le sens de Catherine. Je pense qu'il faut vraiment aller vers la population cible et puis peut-être utiliser aussi les médias sociaux. Les jeunes sont très, très, très impliqués dans les médias sociaux. Peut-être que c'est par ce biais-là. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas très communicant, mais je pense qu'il y a des choses à faire. En tout cas, c'est vrai que moi, je ne serais pas aussi négatif que vous, Catherine. Je pense qu'ils ont entendu le message et c'est déjà très bien. Parce que 30 ans en arrière, ils n'entendaient pas le message. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut qu'on soit plus efficace qu'on l'a été jusqu'à présent, même si on l'a été un peu. Catherine, je reviens vers vous. On voit que, comme l'a dit le professeur, il y a un travail d'adaptation des messages, bien évidemment. Il va falloir mieux cibler, personnaliser. Est-ce que c'est là que vient se positionner votre approche de chacun son soleil? Exactement, parce que on est confiant malgré tout. Il n'y a pas de problème. Il faut juste ajuster le discours. Donc, on a étudié, en fait, on a mené également une enquête sur les réseaux sociaux, exactement, dont parlait le professeur Ezzeddine, pour aller regarder la façon dont les gens parlent du soleil, les mots qu'ils utilisent. Et ça nous a permis, donc cette enquête, on l'a menée avec une start-up qui est spécialisée dans tout ce qui est intelligence artificielle appliquée aux données de santé qui s'appelle Capcode. Et on a constaté en fait que chaque personne, chaque individu a une priorité dans sa façon d'aborder le soleil et le produit solaire. Alors, parfois, elle est consciente, parfois, elle ne l'est pas. Et chacun a sa manière de s'exposer. Certains le font en mode sportif, certains le font de manière intense pendant une période donnée, certains, c'est un petit peu tous les jours. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin possible pour se protéger. C'est l'idée du chacun son soleil. Et donc, nous lançons dès cet été une démarche que nous avons appelée My Sun, mon soleil, dans l'idée que chacun a sa vision, son approche et que nous n'avons pas à la juger. Par contre, derrière, l'idée, c'est qu'on a un produit qui correspond à chaque priorité et qui va permettre à chacun de trouver son solaire pour l'appliquer le mieux possible. Donc, en attendant les résultats de la collaboration avec les jeunes générations dont j'ai parlé, nous n'avons pas voulu rester inactifs et attaquer dès cet été l'exploitation de ces données. Et on va lancer donc un petit questionnaire en ligne qui permettra à chacun de comparer sa pratique à celle des 50 000 consommateurs du monde entier. Donc déjà, c'est une première nouvelle approche, c'est de se comparer, tout simplement. Et ensuite, on va également partager les principales questions sur les croyances ou les questions qu'on a vues émerger sur les réseaux sociaux. On va apporter des réponses, les partager avec les professionnels de santé pour qu'ils orientent également leur discours vers ces questions qui sont peut-être pas forcément toujours abordées dans les cabinets de dermatologie ou en pharmacie. Et puis, ces éléments, on les rendra aussi disponibles sur une page web qu'on va lancer d'ici une dizaine de jours. D'accord, donc voilà, c'est une annonce aussi d'une nouvelle étape dans votre recherche. Ça sera, comme l'enquête du jour, un niveau international, c'est vraiment une échelle internationale que vous allez mener? Oui, on va en fait, le partage international de ces données de l'étude Hall va se faire au Congrès mondial qui a lieu à Singapour en juillet, le Congrès mondial de dermatologie, et c'est le professeur Lim, avec lequel le professeur Ezzeddine travaille en étroite collaboration sur ces sujets, qui est américain à Détroit et qui va présenter les premiers résultats de cette étude Hall comme nous le faisons aujourd'hui avec vous. Professeur Ezzeddine,
c'est important pour vous, ce partage de données, qui soit d'ailleurs directement issu des consommateurs, des patients aussi, et patients consommateurs, et de partager ça avec vos confrères dermatologues au niveau international, professeur? C'est absolument nécessaire. Je veux dire, aujourd'hui, on voit bien dans cette enquête que même s'il y a quelques disparités, même si tout n'est pas pareil partout, mais en gros, le constat est général, quel que soit le pays. Et il me semble que nous, qui sommes au contact des patients, parfois, on passe à côté de choses qu'ils ne nous disent pas et qu'ils vont peut-être dire plus facilement, des comportements qu'ils avoueront plus facilement face à Internet que face à leur médecin, qui peut être quelqu'un qui va leur reprocher. Non, il ne faut pas. La seule chose qu'il faille faire, c'est vivre bien et tout faire pour rester en bonne santé. Et je pense qu'il faut absolument qu'on diffuse ces messages-là pour que nous tous nous soyons conscients où c'est qu'on peut toucher la population et amener cette population à adhérer à nos messages qui sont toujours les mêmes. Évitez de se exposer aux heures. On va pas changer le message, il est exactement pareil. Évitez de vous exposer aux heures les plus chaudes, réappliquez toutes les 2 heures votre crème solaire. Ça, c'est ce que nous allons répéter tout le temps. Sauf qu'il faut que, en plus de le répéter tout le temps, que ce soit entendu et suivi tout le temps. Et c'est à ça qu'il faut s'atteler. Cécile, on parle de message, c'est un message qui évidemment est un message que la marque Aven doit porter, puisqu'on parle de réponse par rapport à ces messages. Comment répond une marque dermatologique comme Aven sur ces informations, voire ces nouvelles informations, parce qu'il y a des choses qui sont ancrées depuis des années et des nouvelles informations à faire passer. Cécile, comment on s'y prend? Oui, c'est très important. Donc, Catherine parlait de partager avec les consommateurs, les patients. Le professeur Ezzedine parlait de partager avec ses pairs. Eh bien, il faut aussi parler de comment nous, en tant que laboratoire dermatologique, en tant qu'entreprise, nous partageons aussi ces résultats avec les autres industriels et les autorités. Ceci toujours dans le même but qui est de toujours faire progresser la prévention et la sécurité des utilisateurs aux soins solaires. Donc, par exemple, j'ai eu l'occasion de présenter les résultats de l'étude SAFE au Strategy Advisory Group, le groupe de la photoprotection à Cosmétique Europe, qui est l'association professionnelle européenne de l'industrie cosmétique et des soins personnels. Et donc, la présentation de ces résultats devant les industriels, mais aussi les associations représentant notre industrie au niveau national et européen, cette présentation de résultats, elle a généré des échanges très constructifs sur les campagnes futures et aussi les leviers d'amélioration pour la prévention des méfaits des UV, comme le rappelait le professeur Ezzedine, et aussi la sensibilisation à l'utilisation des produits solaires. Donc, en fait, c'est une démarche très importante pour Aven qui est engagée pour la prévention des cancers de la peau. Et je pense qu'il faut agir, comme Catherine et le professeur Ezzedine le disaient, à tous les niveaux de la chaîne, industriels, autorités, professionnels de santé, communicants et patients consommateurs. Alors justement, vis-à-vis de ce patient consommateur, Cécile, quelles actions concrètes mettez-vous en œuvre? Je voulais vraiment mettre en avant la jeune génération parce qu'on a beaucoup évoqué le futur. Et donc, Aven contribue à l'éducation des jeunes générations à la protection solaire, par exemple en soutenant l'Association européenne des cancers de la peau, le SCF. Cette association, qui est née en Allemagne, elle a mis en place un programme de sensibilisation des enfants à la protection solaire qui s'appelle le SunPass. Et en fait, ce sont des formateurs, des dermatologues qui interviennent dans les établissements accueillant les jeunes générations, donc les écoles, les garderies. Ça permet de toucher en fait non seulement les enfants, mais aussi les parents et le personnel éducatif. Et en fait, ces formateurs dermatologues, ils octroient des certifications aux établissements qui appliquent toutes les règles de protection solaire. Donc, c'est quelque chose qui est très ancré et officiel. Et c'est un programme que j'ai mené moi-même, animé autour de chez moi. Et en fait, en voyant les enfants, en les écoutant, je suis comme Catherine et le professeur Ezzedine, je suis vraiment confiante sur la compréhension des jeunes générations. Je les ai trouvées très responsables, très engagées sur ces actions et aussi sur leur propre santé. Et je pense que les nouvelles générations, elles seront, je l'espère, plus prudentes face au soleil. Alors, la prudence est de mise, bien évidemment. L'été démarre aujourd'hui, donc c'est encore... mais je crois qu'il a pas attendu de démarrer, parce qu'on voit que depuis ces derniers jours, il fait très chaud déjà partout et le soleil est très puissant. On le voit, Cécile,
une fois qu'on a posé cette action, chacun son soleil, c'est ce que vous avez défini, l'idée, c'est de savoir maintenant comment vous personnalisez concrètement les messages, parce que ce soit les parents, les grands-parents aussi, parce que souvent les enfants sont avec leurs grands-parents, comment on personnalise les messages? On personnalise les messages et on personnalise aussi les produits, en fait. On est parti de l'analyse réalisée par le département de Catherine pour identifier les principales priorités de nos consommateurs. C'est ce que expliquait Catherine. Donc, efficacité, texture, sécurité, environnement, praticité, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a identifié plus d'une vingtaine de différentes priorités de consommateurs et on a point par point regardé comment y répondre avec les produits les plus adaptés. Donc, Aven, par exemple, propose actuellement plus de 80 soins solaires. Donc, il y a des huiles, des crèmes, des laits, des sticks. Donc, en fait, chacun peut trouver son écran solaire. Et je pense que, comme le disait le professeur Zéline, c'est le meilleur moyen de ne pas oublier de se protéger du soleil, en fait. Avoir le produit qui nous correspond. Et le professeur Desjeux parlait de culture et soleil, on l'a déjà évoqué, mais en Asie, donc, le rapport au bronzage est différent de celui en Amérique latine, par exemple. Donc, on propose aussi des gammes solaires qui sont différentes selon les pays pour s'adapter non seulement à la réglementation, qui diffère d'un pays à l'autre, mais surtout aux conditions d'ensoleillement, au type de peau, aux habitudes des consommateurs et à leur rapport au soleil. Donc, en fait, chaque personne peut exprimer son individualité et sa priorité, et nous, on est là pour leur proposer ce qui répond le mieux. Et puis, Catherine évoquait les questions, les croyances autour de la protection solaire. Donc, on a cherché à y apporter des éléments de réponse les plus justes qui seraient également partagés avec les consommateurs, comme on l'a expliqué, mais aussi aux professionnels de santé qui sont en première ligne en fait de ces demandes. Et je pense en particulier aux pharmaciens qui sont là. En plus des dermatologues et des médecins généralistes, ce sont à eux que les consommateurs posent des questions sur la protection solaire et les bénéfices et les dangers associés. Cécile, je reste avec vous. Vous pouvez nous donner quelques exemples justement de ce que vous transmettez? Par exemple, quand on parle des croyances, 20% des gens pensent que les nuages protègent du soleil, par exemple. Donc, en fait, les nuages filtrent essentiellement les infrarouges responsables de la sensation de chaleur, mais un voile nuageux ne retiendra finalement que très peu d'UV et on peut attraper des coups de soleil par temps nuageux. Donc, c'est ce genre de croyances auxquelles il faut apporter une réponse claire et facile à comprendre pour que les gens se protègent, quelles que soient les conditions à l'extérieur. Et par exemple, il en est de même pour l'eau. Les UV peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres sous l'eau et c'est encore plus vrai quand l'eau est claire. Donc, c'est ce genre de message que nous apportons pour aider les consommateurs à mieux prendre soin de leur peau et à se protéger du soleil. Et nous en avions parlé, Cécile, sur la scène du festival à Deauville. Vous savez qu'à Deauville, sur la plage, il y a plein de parasols, sous un parasol aussi. Donc, Oui. je vous invite une nouvelle fois à aller regarder le replay, vous allez voir, c'est vraiment très complémentaire à ce que nous échangeons aujourd'hui. Catherine, on le sait, dans bien des cas, le consommateur, le patient consommateur, comme l'a qualifié Cécile, se tourne vers des professionnels de santé. C'est comme ça que ça doit se passer et est-ce que c'est toujours le cas? Oui, alors pour bondir juste sur la présentation faite à Deauville, je tiens à le dire, depuis, j'ai eu pas mal de témoignages de personnes qui étaient présentes dans la salle et qui m'ont dit « je suis allée en Corse, par exemple, et je me suis protégée, je ne le faisais pas avant ». Donc, comme quoi, il y a moyen de passer les messages malgré tout. Donc, voilà, c'était un petit aparté. Et sinon, pour revenir sur les professionnels de santé, oui, la première enquête qu'on avait menée dans 7 pays, avait montré en fait que plus d'un produit sur 2 était acheté sur conseil d'un professionnel de santé. Donc, ça montre bien que malgré tout, le consommateur a bien en tête qu'il y a un enjeu de santé. Donc, oui, le professionnel de santé est un acteur majeur. Merci Catherine. Donc on voit que cette deuxième enquête, est-ce que d'ailleurs les chiffres, on peut les retrouver quelque part? Des publications sont accessibles justement aux consommateurs, aux professionnels de santé, on l'a compris avec le professeur Ezzedine, tout ça, il y a du partage, vous êtes dans certains congrès, mais est-ce que pour le consommateur, on peut retrouver ces chiffres ou plutôt des synthèses de ces chiffres pour mieux s'y retrouver?
Oui. Donc, j'ai parlé d'une page web. On va lancer une landing page, une page web dédiée à ce programme et destinée au grand public. Et elle le sera normalement tout début juillet avec le petit questionnaire Myson dont j'ai parlé. Donc, l'idée, oui, c'est bien sûr de partager ces résultats avec le grand public pour qu'ils sachent eux aussi où se situer et ajuster leur comportement. Donc, on pourra faire 2 actions, voir les chiffres de vos 2 premières enquêtes et aussi répondre à la nouvelle que vous allez lancer. Très bien. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question aujourd'hui, mais peut-être pour finir nos échanges, je vous propose un dernier tour de table avec un mot de conclusion pour justement mieux comprendre comment se protéger. Professeur Ezzedine, on commence par vous? Oui, tout à fait. Alors, je sais que je vais peut-être dire une chose qui peut paraître banale, mais on voit bien que de toute façon, il va y avoir de plus en plus de soleil. Le changement climatique est là. Il faut absolument se protéger. Je pense que les résultats de cette grande étude, parce que 50 000 personnes, c'est énorme. Je pense qu'on n'en est qu'au début. Je pense que des analyses plus fines vont venir et surtout des analyses d'associations qui vont nous permettre de plus finement cerner les problèmes qui peuvent être inhérents au pays, par exemple, ou à la culture, ou qui peuvent être adaptés aussi à la classe sociale. On ne sait pas toutes ces choses-là pour l'instant. On va personnaliser les messages davantage, y compris nous, dans notre pratique quotidienne. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir tous les chemins qu'on peut explorer avec cette étude-là. Très bien. Donc, continuons à investiguer et je pense, on en parlait en préparant nos échanges, que des outils d'IA, des outils d'intelligence artificielle pourront aussi nous aider à démêler certains éléments pour gagner du temps, parce que récupérer la donnée, c'est une chose importante, l'analyser, c'en est une autre. Et ça, c'est un vrai sujet pour vous, les professionnels de santé. Merci, professeur. Cécile Dessol. Eh bien, écoutez, en complément de ce que vient de dire le professeur Ezzedine, moi, si je mets ma casquette à veine, je dirais qu'en fait, le bon soin solaire, c'est avant tout celui qu'on utilise. Donc, pour qu'on l'utilise, il faut personnaliser les messages et faire confiance aux gens. Le point de la personnification des messages est vraiment l'élément majeur. Est-ce que d'ailleurs, on pourrait imaginer que c'est dans toutes les pathologies la même chose, professeur? On peut imaginer ce sujet dans toutes les pathologies aujourd'hui, en fait. En fait, on parle de médecine personnalisée, en effet, et pas que pour le comportement d'ailleurs. On sait que finalement, nous sommes tous différents, nous répondons tous différemment à des traitements, et je ne parle pas de prévention là, je parle vraiment de traitement. On voit bien que même dans le cancer, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, qui sont des traitements personnalisés, et bien le message, de la même manière, doit être personnalisé, adapté à l'individu ou à un groupe d'individus, en tout cas. Catherine, le mot de la fin va vous revenir. Quel serait-il, ce mot de la fin? Et je rebondis sur ce que vient de dire le professeur Ezzedine, parce que c'est aussi un adepte du shared decision making, donc la décision partagée avec le patient, et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, même d'un point de vue médical, de donner un traitement standard si on n'a pas engagé le patient dans la démarche. Et s'il y a plusieurs alternatives, le principe, c'est de lui proposer les différentes alternatives, de lui en expliquer les avantages et les inconvénients, et de façon à ce qu'il choisisse et qu'il soit compliant, qu'il suive, observant à son traitement. Donc, c'est vraiment tout ça, la personnalisation. Et donc, moi, pour ma part, le mot de la fin en matière de conso-patient, relation conso-patient, c'est l'écoute avant tout. Nous devons être des personnages avec d'énormes oreilles. C'est vraiment la particularité de la relation consommateur et patient. C'est parce que plus nous les écoutons, plus nous les entendons, c'est tout bête, mais plus nous les comprenons et plus nous pouvons ajuster notre réponse en co-construisant cette réponse, ce service, ce produit avec eux. Et c'est une manière de les engager dans leur santé. Effectivement, en tout cas, on parle beaucoup du parcours de soins. Dans le soin solaire, il y a aussi un parcours. On parle là aussi de partage, d'écoute. Et la co-construction, c'est un mot qui, à première vue, est appliqué chez vous, chez Pierre Fabre, mais aussi au sein de la partie dermocosmétique, parce que la co-construction, c'est aussi comme ça qu'on peut peut-être, professeur, arriver à engager plus l'ensemble des parties prenantes. Je rajouterais juste un mot, c'est vrai, puisque vous en parlez, Eric, en dermocosmétique, chez Pierre Fabre, nous avons mis en place une charte
de co-développement avec les patients et consommateurs. Écoutez, longue vie à cette charte et en fait, c'est important de co-construire. C'est ce que nous essayons de faire avec Dominique Noël au Festival de la communication santé. Écoutez, un grand merci à vous trois. Nous sommes arrivés à la fin de nos échanges. Donc, un grand merci, professeur, un grand merci à vous, Cécile, et à vous, Catherine. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay de cette émission dans quelques jours sur le site du festival. On pourra aussi revoir celle que nous avions fait ensemble sur la scène du festival à Deauville. À garder en tête, et là vous les avez à l'écran, nos prochaines dates avec plusieurs rendez-vous. Le premier rendez-vous, ce sera un rendez-vous donc, dans quelques jours à l'Université de la e-santé à Castres. Donc on sera sur vos terres, hein, mesdames. Alors presque, Exactement. parce que Bienvenue. le groupe Pierre Fabre n'est pas qu'à Castres, hein. Il y a du Toulouse et puis il y a aussi d'autres points dans la région. Et donc, nous parlerons de différents sujets et notamment de la communication et de la e-santé dans le parcours de soins. Je vous rappelle aussi que dès septembre, la saison 33 du festival va démarrer. Je ne vous révèle pas encore aujourd'hui le sujet, mais vous allez voir qu'on va parler beaucoup d'expérience. Donc, je n'en dis pas plus. Nos rendez-vous donc, seront étalés de septembre jusqu'au mois de juin l'année prochaine avec 3 rendez-vous majeur. Le premier, ça sera le 25 janvier avec la journée de la communication santé francophone qui se conclura dès le soir avec le prix du podcast santé francophone avec notre partenaire MedCheck Studio. Je vous rappelle que d'ici quelques jours, vous pourrez déjà inscrire des campagnes. Et puis le grand rendez-vous de la saison 33 aura lieu au mois de mars, le 14 et le 15 mars. Écoutez, en tout cas, encore une fois, un grand merci à vous trois. Je vous souhaite une bonne journée et surtout un bel été, sans oublier de se protéger du soleil, même si on l'affectionne particulièrement quand nous sommes en vacances. Passez un bel été et rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à Merci à vous. Merci à vous Merci trois. à tout le monde. Au revoir. Au revoir.